OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Et bonjour tout le monde et bon retour aussi à l'émission Zone Parallèle. Ça faisait longtemps qu'on vous a pas, que j'ai pas eu de nouvelles de vous autres et que vous avez pas eu de nouvelles de moi non plus. J'ai eu passé un été excellente. Ça a été, et j'appréhendais, j'avoue, ma première de cet automne parce que la mise en onde, là, j'avais peur de me tromper parce que j'étais pas sûre si je pèserais ces bons pitons puis ça m'a comme un petit peu de stress à matin avec ça. Aujourd'hui, on va recevoir Marc Saint-Germain de MUFON Québec. On va avoir aussi en studio dans quelques instants, parce qu'il n'est pas encore arrivé, c'est Jean-François Primeau. Habituellement, on l'a toujours au téléphone, mais ce matin, il va être avec nous en studio. Et je vous présente aussi une nouvelle co-animatrice qui va être avec moi fréquemment, de temps à autre, quand elle va pouvoir, bien entendu. C'est Manon Derry, qu'on appelle affectueusement ma petite Juju. C'est elle avec qui on fait des soirées d'enquête et des soirées d'observation. Tantôt, sur mon live Facebook de la page Zone Parallèle, j'ai annoncé que justement, on faisait des soirées d'observation, ce qu'on appelle en Europe des veillées. Mais aussi, Manon, elle m'accompagne souvent pour ça, entre autres, avec, justement, on parlait de MUFON. On a aussi Éric Tessier qui nous accompagne de temps en temps. Puis ça, il fait un méchant bout, là. Il va faire 2 heures de route pour venir passer du temps avec nous à Sainte-Croix ou dans notre région. Puis je trouve ça bien, bien cool que, en fait, que Éric nous accompagne comme ça. Fait que c'est le fun, on a plus d'autres yeux que les nôtres et on a des preuves et ça nous fait des témoins supplémentaires. On s'auto-témoigne en même temps. Comment ça va, Manon? Ça va très bien. Bonjour, Carole. On s'est pas dit, j'ai pas osé interrompre la conversation et bonjour tout le monde. Ta première de cet automne, toi aussi, tu as fait la dernière émission du 30 juin quand on avait Danielle Fichot, la comédienne qui nous parlait de son EMI. Tu as aimé ton expérience en radio. Puis tu fais bien ça, j'avoue. Ah, merci, c'est gentil. Là, j'aimerais rappeler encore, comme j'ai dit tantôt, à tous les auditeurs qui ont suivi mon live sur Facebook, ceux qui ont des questions aujourd'hui à demander à Marc Saint-Germain, entre autres, j'aimerais que vous nous textiez au 581-500-1196, 500-1196, ou vous pouvez laisser un commentaire sur ma page Facebook, juste en dessous du poster qui annonce l'arrivée de Marc Saint-Germain. J'ai laissé des commentaires. Vous laissez vos commentaires là. On va vous suivre à ce moment-là. Je vous rappelle aussi qu'en fin de semaine, ce week-end, c'est le Salon international du mieux-être au Centre des congrès de Lévis. Toute la journée, aujourd'hui encore, j'y étais hier avec l'équipe, comme avec Marilyn, et j'étais avec Marc Breton aussi. Et mon chum Alain qui nous accompagne aussi en studio à l'occasion, puis en même temps, Alain a fait aussi la journée avec nous là-bas. Et en fait, il y a toute la journée encore, et ça se termine demain à 16h30. Marilyn Petit est là, celle qui anime l'émission Toi et nous le lundi et le mercredi de 10h à midi. Il y a aussi Lynn Drouin qui a l'émission L'effet papillon, je vais-tu le dire, le mardi de 10h à midi. Et je vous rappelle aussi que ceux qui y vont, vous pouvez remplir un petit coupon pour avoir la chance de gagner une publicité gratuite d'une valeur de 1 000 $. Ça, c'est-à-dire, c'est pendant 2 semaines, votre publicité va passer en ondes ici 4 fois par jour, gratuitement. Vous allez même être coaché par une compagnie qui va vous aider à savoir de quoi vous parlez. Si vous avez un livre ou un événement à parler ou un resto ou même, peu importe, quelque chose que vous voulez partager
publiquement que vous avez besoin d'une publicité, bien, on fait tirer ça dans le courant de la semaine, je crois. Je ne sais pas quand est-ce que le tirage va avoir lieu, mais vous n'avez qu'à aller au Centre des congrès de Lévis, vous remplissez le petit coupon et ça y est, tout est là. Une autre chose aussi que je dois vous parler qui a eu lieu cette semaine, pour ceux qui me suivent sur page Zone Parallèle, vous avez sûrement remarqué qu'on était sur les berges du fleuve Saint-Laurent cette semaine avec Jean Morissette et Yann Vadnet. En fait, c'est Jean Morissette qui m'a contacté pour participer à une enquête commune avec l'AQU et le Garpan pour un événement qui s'est produit il y a quelques années. En fait, c'est durant les années 60. Nous sommes allés rencontrer un témoin direct de l'événement, puis il y avait 2 autres témoins indirects qui ont vu, parce qu'il y a des personnes depuis qui sont décédées. L'armée s'était rendue sur place à l'époque pour aller récupérer une pièce métallique assez énorme, mais je ne vais pas donner trop de détails là-dessus parce que présentement, on est en enquête sur ce cas-là. Il y a des témoins aussi qui n'ont pas pu... les témoins n'ont pas pu identifier ça, cet engin-là, ou je dis engin, cette pièce métallique. Je dirais plutôt cette pièce parce que on peut pas dire que c'est un engin ou quoi, là. On sait qu'il y a quelque chose qui a été retrouvé. Ça faisait quelques jours que ça traînait sur le bord des berges et l'armée a été dépêchée pour venir ramasser le truc en disant, bon, OK, merci, bonsoir, on vous redonne des nouvelles, mais il n'y en a pas eu de nouvelles suite à ça. Fait que si je parle de ça ce matin, c'est parce que je vais lancer un appel en ondes à savoir s'il y a d'autres témoins qui veulent bien se manifester avec ceux qu'on a déjà. Il y a aussi que Jean Morissette, sur sa page Facebook du Fonds de mes archives ufologiques et paranormales, il a mis un petit peu plus de détails pour les intéresser. Alors, c'est ça. Pour ce qui est de mon petit commérage de ce matin, parce que je reçois plein de questions à savoir qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce que vous avez vu. On veut savoir, on veut tout savoir. Bien, c'est ça. Je viens de vous en conter un bon bout. Mais je peux pas en dire plus parce qu'on est présentement en enquête sur ce cas-là qui est assez intense et intéressant parce que ça date quand même des années 60. Alors, je répète, ceux qui sont en ondes, qui m'écoutent en ce moment et qui ont été témoins d'avoir vu quelque chose sur les berges dans les années 60 et avoir vu l'armée ramasser ce truc-là, gênez-vous pas, contactez-nous, soit sur Jean Morissette, sur sa page ufologique, ses archives ufologiques et paranormales, ou vous pouvez m'écrire aussi en privé sur ma page Zone Parallèle. Je réponds toujours aux questions des auditeurs. Pour commencer, maintenant, j'aimerais vous rappeler que tout ce qui va être dit ici, soit par mes invités ou moi-même, en fait, on a beaucoup de théories qu'on apporte. On ne dit pas qu'on dit toujours la vérité absolue parce que personne n'a la vérité absolue, bien entendu. Mais tout ce qui est dit ici, peu importe la façon, on ne vous impose pas d'y croire à 100%. La plupart des choses, ce sont nos expériences, nos vécus ou le témoignage de certaines personnes. Je préfère vous en aviser. Présentement, j'ai Marc Saint-Germain au téléphone. Bonjour Marc, est-ce que tu m'entends? Oui, Carole, je t'entends très bien. Ça va bien, mon ami? Oui, ben oui. Ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Il va falloir qu'on remette ça à quelque part. Je sais que tu es quand même à 3 heures d'ici. Là, c'était pas évident pour toi d'être en ondes ce matin. Non. Et je comprends ça parfaitement. Et qu'est-ce qui se passe de bon dans votre coin, mon cher Marc? Ah, il se passe toutes sortes de choses. On a, après le cas de Sylvie P., je pense que tu es au courant de ça. Oui, justement. Justement, je voulais t'en parler de ça. On ne pensait pas avoir de cas semblables tellement que ça avait été incroyable. Puis, les événements nous ont emmenés dans un autre cas semblable à ça encore, sauf que c'est beaucoup plus récent. C'est un événement qui... un des événements, parce qu'on sait, là, dans des cas d'enlèvement, là, ça se produit plus d'une fois. Là. Les personnes sont rencontrées à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans, puis ainsi de suite. Là, Oui, puis c'est très particulier, des cas comme ça, surtout pour Sylvie. Je connais son cas, j'ai vu ton livre de toute façon aussi. Je connais la Sylvie. Tu l'as vu ou tu l'as lu? Je l'ai lu. Je l'ai lu. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, puis Jean-François aussi, qui est sur le point d'arriver aussi, il va avoir plein de questions à te poser à propos de ça.
Mais sinon, à part le cas de Sylvie P., y a-tu d'autres cas semblables à ça? Est-ce que tu en reçois souvent de ça? Oui, ben c'est ça. On est en train de... Je commence à en travailler sur un nouveau. C'est le père, finalement, de la personne... la fille en question, présentement, a 21 ans. OK. Pour dire de détails, parce que des cas comme ça, ça peut durer assez longtemps. Tu sais, dans les cas que nous, on assigne à nos enquêteurs, normalement, on leur dit que, bon, il faut qu'ils complètent le cas à l'intérieur de 3 mois. OK. Mais pour les cas d'enlèvement, là, c'est beaucoup plus long que ça. Là. Ça s'échelonne sur plusieurs mois. Puis même des fois, ça peut faire 1 an, 2 ans, puis t'as pas fini de faire le tour de ça. Parce que c'est la personne, elle a vécu ça toute sa vie. Elle va pas... puis d'autres choses aussi en lien avec ça, c'est que la personne se rappelle pas tout nécessairement... d'une shot, si on veut. Ben oui, les détails. Des fois c'est... Puis on n'est pas toujours obligé de faire l'hypnose là, pour avoir accès là, à l'information. Des fois, juste discuter avec la personne, faire des entrevues en personne, rencontrer ça. La mémoire revient aussi, même puis, après. Des fois, c'est pendant l'entrevue, puis des fois, c'est les journées qui suivent l'entrevue ou les semaines. Puis souvent, ça vient sous forme de... comme un rêve. Oui. Puis là, il se réveille, puis pouf, il y a comme une partie de souvenirs là, qui remonte à la surface. Oui, des flashbacks. C'est ça. Le cas, le cas là, je suis en train de travailler dessus, est intéressant parce que la personne, c'est son père qui nous a contactés. OK. Puis, on commence à me poser des questions sur le MUFON, puis je savais pas trop exactement où ce qui s'en allait avec ces questions, mais bon, je répondais au mieux de meilleur de mes connaissances. Puis, là, il demandait, est-ce que vous avez... là, j'ai dit, on a toutes sortes d'observations. Il y en a qui ont même vu des entités, ont vu des vaisseaux de très près, etc., etc. Puis là, j'ai pas voulu aller trop loin non plus. Puis là, il disait, avez-vous ça, des cas où des personnes rêvent qui sont avec des entités, puis qui sont sur une table, etc., etc. Puis ça, nous, c'est des indicateurs. Tu sais, des cas d'enlèvement, là. Ben oui, c'est on clair. a comme une liste d'indicateurs. Puis, comme c'est pas parce que tu as fait un rêve avec des petits guéris dedans que tu t'es fait enlever, mais c'est un des indicateurs. Faut regarder autour de ça s'il n'y a pas d'autre chose avec ça. Mais, puis quand la personne elle a des séquelles physiques, si on veut, pas nécessairement visibles, mais des fois, c'est des troubles, mettons, de l'appareil génital tellement intense que tu es obligé d'aller à l'hôpital. Puis là, il y a des rapports médicaux attachés après ça. Là, ça commence à être intéressant. Puis le cas de Sylvie P, c'est un cas comme ça. Puis le cas qu'on est dessus présentement, c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais disons que ça se rapproche pas mal. Puis, c'est ce que ça me fait... On a souvent tendance à généraliser parce qu'on n'en entend plus parler. Là, souvent, même dernièrement, j'entendais il n'y a plus d'enlèvement, ils ont fini de faire ce qu'il y avait à faire. Puis c'est pas parce que tu n'en entends pas parler qu'il n'y en a pas. Puis nous, c'est un peu un addon là, qu'on a tombé sur ce cas-là. Là. OK. Là, notre bon ami Jean-François est arrivé. Il est en studio. Il t'écoute religieusement depuis quelques secondes là, parce que le temps de s'installer. Bonjour, mon cher... Approche-toi du micro, Jean-François, parce qu'on t'entend pas très bien. Comment ça va, Marc? Ça va bien, toi? Super, super. Content d'avoir tes nouvelles. Bonjour, Carole. Comment ça va? Ça va très bien. Nous sommes ensemble. Pour la première fois. Pour la première fois. C'est ça. Wow. Elle m'a dit quelque chose... 120, là, ça roule en maudit Montréal-Québec. Ton bodyguard, là, m'a dit c'est quelque chose.
Bonjour à tous les auditeurs. Je suis vraiment content de vous revoir. Alors, sur ce, on continue. Marc Jean-François vient de me remettre 2 beaux petits livres que j'avais vus, mais que je n'avais pas en main parce que je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas, ceux-là. J'ai plein de surprises. Oui, c'est un sac à surprise, ce Jean-François-là. J'ai 2 ouvrages que j'ai en main qui s'appellent Le gardien du silence et L'ère du chaos, que je trouve, ça aussi, je sais qu'on en a parlé personnellement, entre personnes, là, comme ça. J'ai vu certaines de tes, je le dirais pas, des conférences. Mm-hmm. J'ai vu certaines de tes conférences et t'en parlais un peu de tout ça, un peu, là. Et je te suis quand même depuis un bout sur Facebook aussi, faut dire. Je triche. J'ai pas tes livres, mais j'ai triché à quelques endroits. Mais là, on parlait tantôt du cas de Sylvie P, de ton autre cas, parce que là, peut-être qu'il a manqué un petit bout entre sa voiture et la radio, le temps de rentrer à la radio. Justement, on parlait du cas de Sylvie P. Tu disais, t'étais rendu où dans ton truc? Tu disais comme... Ben, que c'est un cas, premièrement, qui était semblable, sauf que, bon, Sylvie P, elle avait déjà fait un bon bout de chemin, là. Elle était dans la 50aine, tandis que là, le témoin, on est sur le cas présentement, elle a que 21 ans. OK. Puis c'est pour ça, il y a un événement qui se serait produit qui date pas plus tard que du mois d'avril cette année. OK. Donc, au niveau physique, les séquelles puis tout ça sont encore on le voyait là quand j'ai fait l'entrevue avec cette personne-là. Moi, à 21 ans, des fois, je dormais pas de la nuit, puis après ça, j'allais travailler, puis j'étais top shape. OK. Mais elle, je voyais, wow, elle a pas de l'air affilée ben, tu sais. Puis c'est au cours de l'entrevue qu'on a fini par trouver que ça avait un lien avec son rêve. Puis que l'événement était étroitement lié. Tu te réveilles d'un rêve, d'habitude, t'as pas de séquelles physiques, tu sais. Puis elle a eu des séquelles physiques au point qu'elle a dû aller à l'hôpital d'urgence. Dans la semaine que suivit ce fameux rêve-là, on va le mettre entre guillemets. OK. Puis les médecins ont dit, si tu avais rentré une journée de plus, tu serais probablement décédé, tu sais, parce que, étant donné la gravité. Là. OK. Puis, donc, c'est ça. Là, après l'entrevue, je m'en vais là. Je m'en vais continuer ça. OK, c'est pour ça aussi, parce que t'as quand même 3 heures de route venir ici. Je comprends tellement, là. Ouais. Du pourquoi, parce qu'il faut que tu revires de bord. Puis c'est quand même... c'est du chemin. C'est ça. Puis bon, là, on est espacé un peu. Dans le cas, quand on avait fait le cas de Sylvie avec Pierre Caron, on avait fait des séances d'hypnose presque à tous les semaines. Puis ça a du bon, puis ça a du pas bon faire ça rapproché de même. Ce que ça a de bon, c'est que la personne, on est dans le fil de l'information qui rentre au fur et à mesure. Puis même si on dit aux témoins, fais pas de recherche pour pas contaminer, parce que l'hypnose, c'est assez sensible quand même. Là. Ouais. Quoique Pierre a des super de bons trucs là, pour déterminer si la personne fabule ou non. Là. Puis mais là, on a espacé les rencontres là, environ 3 semaines au lieu d'une semaine. Oui, parce que ça doit un peu marquer aussi le témoin, la personne qui veut parler. Elle doit en faire des cauchemars. Ça doit être terrible de revivre tout ça. Puis si on le fait faire intensément comme ça, c'est comme pas un lavage, mais... l'idée, là, c'est pas de faire revivre ça à la personne. Premièrement, c'est les personnes qui nous contactent qui, eux, veulent avoir des réponses à des questions qui se posent depuis longtemps. Ouais. Ils trouvent qu'il y a des affaires de bizarres qui se passent dans leur vie, mais ils sont pas capables de mettre le doigt dessus. Exactement comme elle, cette fille-là, elle avait fait le rêve, mais elle savait que vers l'âge de 6 ans, lorsqu'on a eu l'entrevue, là, il y a 3 semaines, okay. Elle dit, je sais qu'il s'est passé de quoi d'intense vers l'âge de 6 ans, mais j'ai pas de souvenir, là. Elle le sent qu'il y a quelque chose. Oui, c'est ça. Puis beaucoup de ces personnes-là savent qu'ils ont vécu des choses,
Mais il semble-t-il que ceux qui sont à l'origine de tout ça sont assez bons pour te brouiller la mémoire. Là. Ouais, c'est nous, clair. peut-être technologiquement, on n'est pas rendu là, mais peut-être qu'à un moment donné, pour nous, ça va être aussi facile que n'importe quoi d'autre qu'on fait présentement, qu'on faisait pas là, 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Là, ça a tout le temps rapport de la technologie, là, c'est pas de la magie. Là. Non, ben c'est ça. Puis, donc, c'est ça. On a été capable là, de voir dès la première entrevue que, bon, c'est le témoin crédible. Les parents sont là pour aider cette fille-là, parce que ça prend des gens aussi qui vont supporter la personne pendant le processus d'une enquête pour cas d'enlèvement. Ça fait partie des choses qu'on demande, tu sais. Puis si, des fois, bon, ben, dans l'entourage proche, parce que c'est élevé, là, quand on tombe là-dedans, puis des fois, souvent, la réaction de la famille ou des amis proches, c'est de dire t'es fou, t'es folle, ça se peut pas ces affaires-là, puis ils vont rejeter même si c'est quelqu'un de proche, puis ça, c'est la réaction la plus commune qu'on rencontre. Oui. Fait que là, nous autres, on est là pour faire comme une espèce de suivi. Fait que le lendemain, quand on a ces rencontres-là, le lendemain, moi, je fais un suivi, j'appelle. Non, mais c'est fou, là, mais juste de savoir que tu es écouté par quelqu'un qui croit en toi, juste ça, là, tu viens d'enlever un poids de ses épaules. À date, là, c'est pas mal ça, pareil, parce que quand on est écouté vraiment, puis qu'on ne se fait pas traiter ni jugé comme un fou, juste ça, là, c'est comme, wow, c'est magique. Encore là. mieux que ça, ce qu'on faisait souvent avec Pierre Caron, c'est qu'on faisait des fins de semaine complètes où on avait 3-4 personnes là, qui ont vécu des expériences semblables. Puis toute une fin de semaine de temps là, dans une grande maison avec plusieurs chambres, ben là, on pouvait faire parler ces personnes-là ensemble, de leur expérience, faire des séances d'hypnose. Puis l'hypnose, c'est pas ça sert pas juste à faire des régressions. L'hypnose, c'est très utile aussi pour enlever des charges émotives liées à des événements traumatisants. Oui, justement. Ça, je trouve ça le fun qu'il y ait des groupes de discussion par rapport à ça, parce que on veut majoritairement se concentrer sur le témoin. Hein? Donc, c'est très important. Puis moi, j'ai une question. Je veux absolument te poser la question. J'ai vu tes enquêtes, j'ai vu tes conférences, j'ai eu la chance de t'avoir vu au dernier souper du Moufon. Et puis, comment qu'on se prépare dans une enquête aussi touchée que ça? Parce que c'est sûr que quand on travaille avec des enfants ou des jeunes qui ont vécu ce genre de choses-là, j'ai beaucoup de difficultés à me mettre à la place d'un parent puis avoir à gérer avec tout ça. Comment qu'on se prépare? Puis qu'est-ce qui est la chose la plus importante à travailler avec quand on travaille avec un témoin? Pardon. Ben, ça, c'est une très bonne question. Nous autres, au MUFON, on a des protocoles pour tout. On a des procédures pour toutes les situations. Procédures pour des cas le manuel, c'est ça à la base. Tu as un ensemble de procédures pour chaque situation. Pour les cas d'enlèvement, c'est la même chose. Il y a une procédure qui existe. Puis ça a été préparé. Hein, le MUFON, ça existe depuis 69. Là. Oui. Donc, il y en a eu de l'eau qui a passé sous les ponts depuis. Effectivement. Puis les gens qui ont écrit ce manuel-là, ben, la plupart du monde, c'est soit des PhD ou des gens qui étaient très, très, très calés dans ce qu'ils faisaient. Puis on a la chance parmi notre équipe là, ils appellent ça l'équipe Experiencer Research Team, c'est l'équipe des ceux qui font des expériences, là, traduction. Les expérienceurs. Ouais, c'est ça, traduire ce terme-là. C'est Kathleen Marden, qui est la nièce de Betty Hill, là, le fameux cas de 61, là, dans le New Hampshire. N'importe quoi, là. Non. Puis c'est elle qui a vraiment étoffé là, toute une partie de la procédure, puis tout ça, même rendu au point qu'elle est capable de faire cesser les enlèvements pour ceux qui veulent plus vivre ça. Ils ont été capables de trouver des façons de le faire. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a une façon
qu'un témoin peut cesser ses expériences-là s'il le désire. C'est ça que je comprends? Ben oui. Oui, parce que souvent, là, dans les cas d'enlèvement, là, on voit ça, il y a comme une espèce de forme de consentement tacite. Puis quand il y a une communication avec les êtres, là, souvent, les êtres vont dire à l'abducté, eh bien, tu t'en rappelles pas, il y a plusieurs vies, tu nous avais donné ton accord. Peut-être tu t'en rappelles pas là consciemment, mais d'une autre partie de toi, tu avais donné ton accord, etc., etc. Ils vont utiliser, gros, souvent la culpabilité. Là, ils vont leur dire, c'est très important pour la survie de l'espèce. Regarde qu'est-ce qui se passe. Il y a plein de façons de faire. C'est de la manipulation assez subtile, là, je dirais. Tout ça va arriver à leur fin. Là, je vais en revenir parce que j'ai déjà entendu ça, la préparation. La préparation, quand je rencontre le témoin pour la première fois, il y a une partie plate que j'appelle puis que j'explique au témoin. Là, il y a une partie plate. Là, on remplit des formulaires. Puis ça dure presque 45 minutes, 1 heure là, à remplir tout ça. Puis c'est les formulaires qu'on fait remplir, c'est au niveau du consentement avisé du témoin sur la procédure qu'on va faire. Premièrement, on explique c'est quoi le MUFON, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, qu'on est des bénévoles, puis etc., etc. Puis on explique, puis dans un de ces formulaires-là, c'est écrit à peu près 3-4 fois, que n'importe quand que le témoin veut arrêter, il peut. Puis il n'y a pas besoin de donner de raison. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est cool. Mais ils ne sont pas liés par un contrat. Même si on signe ça, nous autres, c'est pour se protéger parce que des fois, la personne, elle a des attentes, puis ça, c'est la pire chose. Fait que là, on dit tout de suite en partant que ça se peut quand même, si on fait de l'hypnose ou quoi que ce soit, qu'on n'aura pas accès à aucun souvenir parce que ça marche pas tout le temps. J'ai déjà des questions pour toi, mais on va devoir aller à la pause parce que ça fait quand même 30 minutes que l'émission a débuté. Ça passe vite. Hein? Oui, ça passe vite, tu vois. Imagine-toi 2 heures. Hey, on devrait finir à 6 heures à soir, cette émission-là. Alors, reste en ligne, Marc. On revient tout de suite après la pause. OK. On est de retour avec Marc Saint-Germain de MUFON Québec. En fait, je dis MUFON Québec. Mais Marc, dis-moi donc, il n'y a pas quelque chose qui s'est produit pour toi dernièrement avec MUFON, justement, mais pas seulement qu'au Québec. Tu n'as pas gradué à quelque part? Ben oui, on m'a nommé directeur adjoint de MUFON Canada. OK. Ce que ça fait, en gros, c'est que je vais aider là Stu Bundy, qui est devenu le directeur national de MUFON Canada. Donc, je vais l'assister dans sa tâche au développement du MUFON à l'échelle du Canada. Okay. Ils m'ont choisi probablement parce qu'ils ont aimé un peu la façon que j'avais géré les choses ici au Québec. Là. Quand je suis arrivé en 2014, MUFON Québec, il y avait 2 enquêteurs, puis il n'y avait pas vraiment d'activité, il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas... C'était ma prochaine question, d'ailleurs. Combien il y a d'enquêteurs ici au Québec? Là, on est une dizaine, je pense. Est-ce que tu en as dans la région de Québec même? Québec... on en a un qui vient d'acheter le manuel, mais il reste juste à passer son test. OK. Fait qu'on attend après lui. OK, il est à Québec même, là, je veux dire, dans la région de Québec même. Parce que ça aurait été bien qu'on ait quelqu'un de MUFON quand que l'AQU m'a demandé d'aller sur les rives, là, sur les berges. Parce que là, on a fait c'est comme un travail en commun parce que c'est un test qu'on faisait aussi, un essai de travail en équipe aussi parce que c'est plusieurs enquêteurs
Mais c'est ça qu'on se demandait s'il y avait quelqu'un, je t'aurais dit, crème, envoie-moi quelqu'un du MUFON sur ce cas-là. On va le tenir au courant. On va le mettre sous la comment on dit ça, donc? On va lui donner du jus, du gaz. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'à l'AQ, dernièrement, on a été appelés toutes les deux sur un cas de crop circle, là, oui. dans la Naudière. Oui. J'avais tenté de communiquer avec Gilles Milot, parce que là, j'ai dit, gars, tant qu'il y a deux organismes, là, pourquoi qu'on travaillerait pas ensemble, là-dessus? Puis j'ai dit, nous autres, on a déjà fait un cas semblable, là. Puis bon, il n'y a pas eu de retour, puis on a eu le retour comme quoi qu'ils n'étaient pas intéressés de travailler avec nous autres. Fait qu'ils ont fait leur enquête sur leur côté, ils ont déjà sorti de leurs conclusions. Puis donc, c'est sûr que vu de l'extérieur, là, les gens disent, vous êtes donc bien poche des associations ufologiques, pourquoi vous ne travaillez pas ensemble? Mais des fois, on veut le faire, mais tu sais. Bien, ça prend quelqu'un qui a la même façon de procéder aussi. Moi, c'est vrai que ça aide, là. Parce que je sais qu'il y en a ils vont mettre un rapport hâtivement sans avoir été poussé plus loin pour certaines enquêtes. Fait que c'est pas bien mieux non plus. Ben, ouais, c'est sûr que comme nous autres, là, pour les cas de Crop Circle, on a un protocole à suivre. Mais on a eu, en passant, là, je vais te donner une petite primeur. Oui, donc, j'aime ça. Oui! Ouais. Puis on savait que la Q avait passé avant nous autres le vendredi. Nous autres, on est arrivés un samedi dans le cercle. Puis les autres sont arrivés le vendredi. Puis dans nos analyses, dans les échantillons qu'on avait pris, il y avait un des brins, ceux qui avaient été écrasés, tu sais. OK. Ceux qui sont couchés sont pas tous écrasés. Okay. Il y en avait un qui avait été écrasé. Puis là, mes enquêteurs étaient un petit peu embêtés, tu sais. Ben, j'ai dit, il y a du monde qui ont marché dans le champ avant nous autres, là, tu sais. Ouais. Ce qu'on appelle contaminer une scène de crime, là, oui. ça l'est, là. C'est ça. T'sais, fait que non, on n'a pas toutes les mêmes façons de procéder, là. Mais c'est la réalité, tu sais. Il faut juste vivre avec, puis c'est comme ça. Mais faut juste prendre tous ces éléments-là en considération dans une enquête. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là sur Facebook, quand ils ont vu ça, la forme, là, puis tout de suite, ils ont dit c'est un fake canular parce que la forme n'est pas parfaite, etc., etc. Je t'avoue que j'ai même pensé ça aussi, parce que on voit comme le dépôt des pattes ne sont pas égalés, mais ça vous est pas effleuré l'esprit? Ça veut pas dire que c'est des pattes, là. Oui, non, t'as raison. Ça veut pas dire que c'est des pattes. Oh, là-dessus, t'as raison. Tu viens de m'avoir. Il y a eu deux des enquêteurs qui avaient mis la même hypothèse. Mais j'ai dit, parce qu'on a eu des témoins qui ont vu dans le champ des lumières, tu sais. Puis je sais que Christian Page, avec son humour légendaire là, sur les a dit que bon, c'était les petits plaisantins qui faisaient justement qui se promènent avec des cordes et les planches dans le champ, les flashlights en pleine nuit, puis c'est ces lumières-là qu'ils ont vu. Mm-hmm. Mais je pense pas là, que c'était ça. Parce que la façon que les témoins ont décrit les observations lumineuses, là, on écarte ça. Puis ça, je ne vais pas donner les détails, là, parce que c'est l'enquête à Éric Tessier puis Alain Desroches. Okay. C'est leur enquête à eux, là. C'est Janie, la directrice des enquêtes, qui les a assignés à ce cas-là. Moi, j'ai participé, bien sûr, puis Jean-Charles Moyen aussi, à cause que lui, il est pilote de drone, là, il a survolé l'endroit puis tout ça. Mais puis en plus, nous, on a rencontré l'agriculteur qui est venu live dans le rond pendant qu'on était là. OK. Puis il a même fait sa petite expertise personnelle quand il a vu ça. Il nous a fait remarquer des choses que, bon, même dans nos fameuses procédures, là, on n'avait pas ça. Puis ce qui nous a fait croire que ça pouvait pas être un canular, parce que même lui, il dit ça, il dit c'est au niveau du grain, là, il a fait un test que je vais pas non plus dire qu'est-ce qu'il a fait, parce que là, présentement, ils sont en train d'écrire un article dans le Vigilant, là, ça c'est du journal électronique des membres du MUFON Québec, là. Puis là, le numéro de septembre là, va sortir bientôt, puis
c'est un petit peu une façon de remercier les membres qui nous supportent. Ben, on lui donne quand même des informations de première main. Là. J'ai une question en rapport au Crop Circle. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des témoins qui ont pris des photos ou ont filmé quelque chose à ce soir-là quand ils ont vu les lumières? Non. Il y a pas peur. Ça n'a pas duré assez longtemps, puis je pense que même s'il avait pris des photos, tu n'aurais pas vu grand-chose. La nuit, tu sais, il était minuit là, quand c'est arrivé. Là, OK. Fait que, non. Puis c'est un addon là, que les personnes sont sorties de la maison puis qui ont vu ça. Oui. Parce qu'ils ont entendu des animaux là, de ferme, puis c'est ce qui a attiré l'attention. Le phénomène a souvent un impact sur tout ce qui est ambiant, donc les chiens, l'herbe, ça arrive souvent. Moi, j'ai une question à te poser, Marc, par rapport à ça. Tu sais, en intervention, là, je fais un petit peu référence à tout ce qui est ambulancier, équipe de premiers soins ou recherche et sauvetage. Quand il y a des collaborations entre équipes, c'est toujours premier arrivé devient le lead case qu'on appelle. Donc, est-ce que toi, avoir à travailler avec d'autres groupes ufologiques, est-ce que ça serait un peu la même procédure? Donc, le call round, c'est, par exemple, je sais pas moi, Moufon ou l'AQ qui prend le lead, puis là, tout le monde se ramène sur le terrain, puis là, bon, ben, moi, je pogne le lead, puis tout le monde va avoir assigné des tâches, que ce soit sécuriser le champ ou quoi que ce soit, parce que je vois souvent des investigations où on prend pas le temps de sécuriser le champ, puis là, on parlait de contamination tantôt. Je suis très content que tu en parles parce que ça nous met énormément de bâtons dans les roues. Donc, en termes protocolaires, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est comme Carole a dit avant, si tous les organismes fonctionneraient de la même façon, je dirais oui. Mais gars, l'AQ n'ont pas vraiment de procédure ou de protocole d'enquête là, pour aucune des situations. Je le sais parce que j'ai été directeur régional pour l'AQ déjà. Ah oui, ils n'ont pas le même, c'est pas la même méthode. Ben, il n'y en a pas de méthode. Ah, d'accord. Excuse-moi, là, mais c'est le free for all, là. OK. Tu sais, t'arrives là, puis tu fais ton mieux avec ce que t'as. Puis une des raisons, à l'époque, pourquoi j'avais démissionné de l'AQ, c'est parce que moi, je voulais qu'il y ait une formation pour les enquêteurs. C'est une formation de base pour que quand tu arrives sur n'importe quelle situation, au moins, t'as pas de l'air d'un amateur. Là, parce que les gens qui t'appellent, les témoins, ont jamais vu ça, un ufologue de leur vie ou un enquêteur ufologue. C'est vrai, ça. Quand tu arrives là, pour eux autres, c'est ça, un enquêteur ufologue. Si t'as l'air épais, là, ben eux autres, ils vont dire tous les ufologues, c'est des épais. Ben oui. Les gens généralisent. Ouais. Puis moi, c'était l'image de l'ufologie, puis des enquêteurs ufologues, c'était bien important. Que ça soit structuré comme... Oui, c'est ça. Puis souvent, moi, j'arrive souvent sur le terrain, les gens sont comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Donc, souvent, quand on a une grosse partie, ce qu'on doit expliquer aux gens, c'est quoi les tâches d'un ufologue. Et c'est pas évident. Puis des fois, les gens vont mélanger, mettons, un enquêteur ufologue avec un chasseur d'ovnis. Mais... Deux choses très différentes. Moi, personnellement, je cours pas après ça. Là. Je suis pas un chasseur d'ovnis. Est-ce que tu fais référence à faire des veillées puis à faire ce qu'on appelle du CE5? Quand tu parles d'un chasseur d'ovnis. Ça, c'est une autre histoire. Là. Okay. Mais disons que... Ouais, c'est ça. Éric Tessier, c'est un chasseur d'ovnis, on s'entend. Ben oui. Lui, il a ça dans le sang. Puis on est content d'en avoir avec nous, OK? Mais le rôle du MUFON, nous, c'est d'enquêter sur les témoignages. C'est ça, à la base, là. On n'est pas là pour faire la preuve, pour démontrer que ça existe. Non. Nous, là, on rapporte les faits, les données, puis après ça, on est capable, avec un certain nombre d'informations, de constituer des belles petites histoires qu'on partage aux gens. Puis on dit, voici ce que nous, on pense que c'est à cause de ça. Parce que toi, quand tu fais ton enquête, tu fais une démarche. Hein? Mm-hmm. Puis à un moment donné, si au bout de la ligne, c'est ça que je disais à Éric Tessier puis à Alain Desroches, j'ai dit, vous autres, vous pensez
que c'est pas un canular, mais faites la démonstration, puis montrez aux gens, vous, les démarches que vous avez faites pour arriver à cette la conclusion que c'est pas un canular, tu sais. Ben, c'est ça, en fait. Parce que moi, où est-ce que... C'est pas que je suis parano, là, mais on a vu comme le défécateur a fait des tests en Europe pour justement des crop circles. Puis ils ont fait un crop circle fait à la main, mais très bien fait en plus. Puis ils ont mis au défi certains enquêteurs juste pour les pogner. Puis en fin de compte, eux autres, il y en avait qui arrivaient, puis non, c'est un vrai, mais la façon qu'ils ont de vouloir analyser ou démystifier si c'était... ça marche pas avec un bâton en bois ou un détecteur d'eau, là, ça là, c'est pas de même, ça marche, là. Il y a plus que ça à faire quand on peut vérifier la radiation, l'état de, justement, on va dire le foin, parce que c'est pas nécessairement du foin, là. Pour aller la forme de la brûlure aussi. Est-ce qu'il y a des pas à l'extérieur quand on parlait de sécuriser d'une scène de crime? Je dis scène de crime, mais la scène de contact, mais tu sais, on associe beaucoup une scène de crime parce que, bon, il y a souvent on transfère l'énergie, donc on peut trouver pas des items, des évidences un peu partout. Mais tu sais, si on regarde Sainte-Marie-de-Mont-Noir, là, c'était vraiment le génome, tu sais, comme c'était pas vraiment un crop circle, tu vas me dire, là, mais il y avait le génome qui a été changé. Tu as la terre aussi qui a peut-être été un petit peu plus engrassée. Il me semble qu'avec les crop circles, c'est une petite affaire plus compliquée, là. Je pense qu'il faut peut-être creuser un petit peu plus là, au niveau... qu'est-ce que tu en penses, Marc? Est-ce que c'est peut-être un crop circle, c'est peut-être plus compliqué à l'approche interventionnelle qu'un simple cercle, exemple, une trace de RR2 normale? Ben, les deux, les procédures peuvent se ressembler. C'est sûr que, bon, un crop circle, ça a une plus grande étendue encore là, tu peux avoir des traces qui sont assez grandes aussi. Mais le niveau de radiation aussi, j'imagine qu'il doit avoir une petite... Dans la procédure, la première chose qu'on fait, comme moi j'ai un petit compteur légère de poche. Oui, ça c'est parfait. La première chose que je fais, c'est de regarder les traces de radioactivité. Parce que la poussière radioactive, là, si tu respires ça, ben t'es pogné que ça. Tu vas mourir, là. C'est cancer. C'est cancer. Ça fait peur, ça. C'est pas tellement long. Fait que, tu sais, on est beau qu'on est bénévole, mais on n'est pas des kamikazes non plus. Non, c'est ça. On a une vie sociale aussi. Donc, moi, la première chose que j'ai fait, c'est pour ça que, bon, j'ai participé au cas parce que j'avais apporté mon compteur légère. J'ai fait un petit relevé de la radioactivité en approchant. Puis après ça, tu fais comme un petit rond proche, là, voir si en très approchant, il n'y a rien. Mais il n'y avait rien. Puis on avait un autre cas aussi qui ressemble à ça. C'était à Saint-Justin. Puis ça remonte à là 2 ans, je pense, quelque chose comme ça. 2-3 ans. Puis à ce moment-là, il n'y avait même pas de forme dans le champ. C'était un paquet de spirales, là, mais c'était long, là, c'était sur des centaines de pieds de long, tout le champ, là. Puis encore une fois, la Q avait été là en premier. Puis c'est le témoin qui nous avait contacté après, puis était un petit peu insulté. Parce qu'il avait dit que c'était des lumières tectoniques avec des micro-tornades. Il faut le faire. C'est 2 choses assez rares. On ramène... les deux, là, tu sais. Fait que là, la dame a dit... Parce qu'elle a été témoin d'une espèce de grosse sphère lumineuse, la dimension d'une automobile qui est sortie du sol. Puis après ça, il y a plusieurs sphères qui sont mises à tournoyer alentour, puis ça s'est promené dans le champ. C'est ça qu'elle a vu. Puis le lendemain, elle a vu ça dans le champ. Donc, l'autre cas, dans l'agneau d'hier, là, qui est plus récent, c'est la même chose. Les témoins ont vu une grosse sphère lumineuse avec des petites sphères alentour qui tournoyaient. Mais ça s'est pas promené, ça allait rester stationnaire, puis ça a disparu, tu sais. Puis, donc, c'est ça, ces 2 cas-là se ressemblent, parce que ce qui a apporté l'attention des gens, c'est parce qu'il y a eu une observation d'une sphère lumineuse, puis pouf, tu t'en vas voir là, puis là, il y a des formes. Puis dans les 2 cas, bon, j'avais regardé la radioactivité, il n'y en avait pas. Puis j'avais fait envoyer des échantillons pour analyse au laboratoire du Missouri.
Puis les deux se ressemblent, à part la fameuse branche qui a été écrasée par le poids de quelque chose. OK. Mais l'analyse est passée pour ça, savoir le nom de celui qui a pilé sur la branche. OK. Mais donc, dans le fond, tout le résultat d'analyse, il n'y a rien de rentré encore. Fait que oui, on les a reçus. Mais, OK. C'est intéressant, ça. Mais, puis... 2 jours, là. OK, donc, le résultat de ça, c'est... Carole, là, je me sens me mire, là. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'écouter aux portes. Ou de te mettre l'œil dans une serrure, les trous de serrure, mais... Tu peux-tu nous donner un petit dada minus, disons? Bon, eh bien... Ah, c'est le fun. Merci, Ben oui, Marc. donc, je suis là pour ça. Hein. Hey, fais ma journée. Ben, un rapport d'analyse scientifique, là, ils vont pas arriver puis dire c'est un vrai crop circle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ils vont vraiment décortiquer parce que nous, on prend des échantillons dans le cercle puis à l'extérieur du cercle. C'est des contrôles. Là, donc, c'est ça. Donc, il y a un échantillon de contrôle qui est pris puis c'est comparé avec les échantillons pris dans le cercle à ce moment-là. Mais les contrôles, on s'entend, sont différents là, de ceux qui ont été couchés. Maintenant, là, quand il essaie d'expliquer ce qui a fait que ça a été couché, mais là, c'est sûr que celle qui a été écrasée, c'est évident là, qu'il y a quelque chose qui a pilé dessus. OK? Ouais. Tu sais que, bon. Mais il y en a d'autres. Les autres brins, eux autres, ils n'ont pas cette signature-là d'avoir été écrasés physiquement. OK. Mais, il y a eu de quoi qui a été couché dans le rapport d'analyse. Là, ils ont soulevé un nouveau point, un nouveau détail pour expliquer, là, puis ça, présentement, au moment où on se parle, parce que ça l'ouvre une nouvelle porte, là, sur les crop circles, que moi, personnellement, là, si on m'avait donné le choix d'enquêter sur ça ou d'autres choses, j'aurais pas enquêté là-dessus parce que c'est complexe. C'est complexe, mais c'est un petit peu tabou aussi. Là, on s'entend, là, c'est un crop circle. T'sais, déjà, on part avec l'idée, pas tout le temps, mais souvent, on part avec l'idée que, t'as encore une joke plate, on va encore perdre du temps sur le terrain. Mais... on peut rester surpris, par exemple. Mais c'est comme Chantal, j'ai une question de Chantal qui dit, c'est-tu un cas d'astronaujig, celui qui est à base de ce test-là? Est-ce que c'est quelqu'un comme lui, ici au Québec, qui aurait pu vous tester pour voir, parce que vous êtes 2 équipes à avoir été là, puis peut-être que si c'est un faux, ou peu importe vrai, ou ça dépend comment ça a été trafiqué. C'est ça. Moi, je suis pas parano, mais je crois pas, tu sais, je doute de tout le monde quand je vois qu'il y a des croches qui font exprès justement pour lancer sur une fausse piste quelqu'un. Il y en a beaucoup qui sont bien bons là-dedans. Ça, c'est ce que j'ai dit à mes enquêteurs, là. OK, en partant. Un cas, tu ramasses des données, OK? OK. Le plus de données possible. Bon. Une information importante, c'est le témoignage. Okay? Là, on a le témoin de deux personnes. Okay? Témoignage de 2 personnes qui ont vu ça. Là, après ça, c'est d'établir leur crédibilité. Sont-ils crédibles? Oui, c'est ça. Après ça, c'est d'établir... ça peut-tu être une méprise? Est-ce que c'est possible qu'il ait vu d'autres choses que ce qu'il pense avoir vu? Okay? Fait qu'il faut que tu regardes toutes les possibilités, puis après ça, tu y vas par élimination. Là, tu dis non, ça peut pas, comme j'ai dit tantôt, ça peut pas être des gars avec des lampes de poche, parce que ça, vous le verrez dans le vigilant, pourquoi. Mais bon, il y a des raisons là, assez claires que non, ça peut pas être ça. Puis après ça, tu y vas par élimination, mais en même temps, tu continues de ramasser tes données. Là, tu as l'agriculteur qui vient dans le champ puis qui fait un test avec des éléments dans le cercle puis à l'extérieur, puis dit regardez ça, moi j'ai jamais vu ça, puis pour telle raison, tu sais. Fait que c'est une enquête, là, c'est un ensemble d'éléments que tu mets ensemble. Ben oui. Puis souvent, les fameux debunkers, là, ceux qui discréditent les cas, là, ils vont arriver, là, puis ils vont focusser sur un élément, puis ils vont dire, regardez, c'est ça, puis ils vont oublier tout le reste. Je vais donner l'exemple de l'OVNI de la place Bonaventure.
À un moment donné, il y a un astronome qui était appelé pour dire que c'était... qu'est-ce que c'était? Lui, il a dit, bon, mais à l'époque, il a dit c'était peut-être des aurores boréales. Il n'y a jamais eu de rapport de police, par exemple, je peux te le garantir. Mais, puis même, à un moment donné, on a quelqu'un qui est venu à Québec donner une conférence là-dessus pour nous dire que c'était les réflexions lumineuses, des réflexions lumineuses qui avaient causé l'observation. Ben oui. Mais ça a donné que dans la salle, on avait un témoin, que lui était dans la piscine cette fois-là. C'était... à Québec? Ben oui, il était à Québec. Non, mais je veux dire, le témoin était à Québec. Hey, j'étais peut-être assis à côté sans le savoir. Il s'est levé carré, puis il a dit, moi, j'étais là, puis c'était pas des réflexions lumineuses, puis il commence à... Ah oui, j'ai vu. C'est ça, c'était lui. Puis après ça, moi, je l'ai rencontré, j'ai fait une entrevue avec lui. Puis c'est ça, ce qui arrive, c'est que après ça, là, j'ai vu qu'il y avait... ou ce que Anguille sous roche, puis là, parce que moi, j'avais pas vraiment enquêté sur ce cas-là, le cas de la place Bonaventure, puis là, à un moment donné, quand je commençais à avoir ces éléments-là, des témoins qui disent ça peut pas être des réflexions lumineuses à cause de ça et ça, là, j'ai mis Philippe Emmanuel justement, sur le cas. Et puis il a trouvé de nombreux témoins. Là. Ben oui, puis j'en ai envoyé un, celui que j'ai reçu ici, quand j'ai reçu justement Philippe Emmanuel à la radio. C'est, regarde, ce qu'on a entendu comme témoignage, c'est incroyable. C'est vrai. On dit l'OVNI de Place Bonaventure, c'était pas au-dessus nécessairement de Place Bonaventure. Et ça a été visible un peu de partout à Montréal, de toute façon. C'est vrai. Puis même en dehors de Montréal, là, ça arrive sud, puis ça arrive nord, puis tout ça. Là. Exact. Moi, j'ai vu la présentation. Tu te rappelles, j'étais là. Et puis, écoute, je dois avouer que le travail qui a été fait sur cette enquête-là est monstrueux. C'était bien enquêté. Il y a eu du matériel. Il y a eu des heures là-dessus. J'ai adoré de voir le côté sérieux et très rigoureux de cet investigateur-là. Moi, j'en ai resté vraiment surpris et je pense que non seulement on doit applaudir le travail qui a été fait, mais c'est un très, très bon enquêteur. Moi, j'ai adoré cette soirée. Tu parles de Philippe Emmanuel. Oui, absolument. Fort. Absolument. Oui, il y a une tête ses épaules, c'est évident. Rien qu'à l'entendre, on voit que c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, on le salue en passant. C'est pas un boréal, c'est pas des réflexions lumineuses. Ben non, c'est clair. C'est parce qu'il a pris un ensemble de données qui a bien voulu tout mettre ça ensemble, puis on dit c'est pas ça, puis c'est pas ça non plus à cause de ça, puis ça. C'est la même chose avec n'importe quel cas. Tu dois, avant de rejeter comme quoi que c'est un canular ou que c'est n'importe quelle explication, il faut que tu sois capable de répondre à toutes les questions. Puis c'est la même chose pour Roswell avec à un moment donné, l'armée de l'air disait que c'est un ballon météo. Après ça, il disait que c'était un ballon mogul. Après ça, il disait, en tout cas, ils sont arrivés avec différentes explications au fil des années, mais ça l'expliquait pas les témoignages. Parce que les témoignages, là, dans une cour criminelle, là, c'est une preuve. C'est une preuve, un témoignage, en autant que tu établisses la crédibilité du témoin. C'est ça. C'est pour ça que la job, souvent, des avocats, c'est d'essayer de miner la crédibilité des témoins pour faire tomber son témoignage. C'est une des choses que nous, on apprend, à regarder la crédibilité d'un témoin. Moi, tu comptes avancer avec son cas. Moi, ça m'amène à te poser une question. Que penses-tu de l'apport de la technologie dans notre domaine sur le long terme? Est-ce qu'on va être appelé à développer des outils ou chercher davantage d'outils technologiques? Si je parle vraiment comme des caméras 360, est-ce que notre travail est emmené à se diriger vers là, d'innover dans la technologie pour nous faciliter le travail sur le terrain? Quelle place que ça prend dans notre travail, la technologie? Oui, je comprends la question. Puis, mais regarde, il y a des gens là qui ont fait ça fait des années pour essayer de trouver la preuve ultime. Le problème, là, ça n'a jamais été la preuve. Ça n'a jamais été la preuve des preuves. Là. J'ai manipulé, moi, des morceaux de crash d'OVNI quand j'étais au Nouveau-Mexique. Puis, une petite anecdote, là, on a été
au Nouveau-Mexique avec Jean-Charles pour présenter le documentaire. La première fois qu'on l'a présenté aux États-Unis, c'est l'année passée. Oui, c'est ça, l'année passée. Puis on avait été invité à présenter ça. Ça a super bien passé. Puis il y avait des gens qu'on sait que c'est pas directement de la CIA, mais ils appellent ça des assets, là, des ressources de la CIA qui sont juste les autres pour semer le doute, puis faire sortir les gens qui pourraient avoir des preuves, Ah, gars. OK. Puis lui, il était là, puis il disait, moi, je pense qu'il n'y a jamais eu un ovni qui s'est écrasé nulle part au Nouveau-Mexique. Puis celui qui pense ça, puis qui a des preuves, mais qui me les apporte, mais ça, c'est une façon de faire sortir. Parce qu'il y a eu beaucoup de crashs, pas juste au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, puis au Canada, là. Puis, il y a des gens, mettons, je vais donner un exemple, là. Imagine-toi que ton beau-frère il était dans l'armée, puis ça a donné que lui était dans les unités de récupération, parce que ça a tout existé, ça, les unités de récupération. Puis lui, pendant qu'ils ont fait un sweep, là, un nettoyage là, d'une zone où il y avait eu un enlèvement, il a mis un petit morceau dans ses poches. Puis à un moment donné, lui, il décède, le beau-frère, puis vu que tu étais bien intéressé à ça, sa femme elle te donne sa boîte de cochonnerie, puis dans ça, il y a des morceaux, tu sais, qu'il a ramassés sur des sites de crash. Puis là, à un moment donné, National Enquirer, là, tu sais, le fameux tabloïd là, qui parle des ovnis, mais d'une façon un peu bizarre, là. Okay. Là, à un moment donné, ils ont dit, on donne 1 million à n'importe qui nous amènerait une preuve de l'existence des ovnis. Mais toi, tu vois ça, puis tu sais que ce morceau-là était ramassé sur un vrai site de crash. Tu dis, je vais me faire 1 million, tu sais, je vais lui amener ça. Le National Enquirer, là, ça appartient à la CIA depuis 1952. Pourquoi? Okay. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est les preuves matérielles, ils vont les ramasser, les photos. Regarde, l'OVNI, la Saint-Adolphe d'Howard, là, M. Meilleur a pris une photo avec sa caméra, avec son téléphone. OK, oui. C'est quand même assez bonne, la photo. Oui. Puis il a contacté l'armée. Puis après ça, il n'avait plus accès à ses photos dans son téléphone pendant un certain temps. Tiens donc. Ça, quand ils ont bloqué ça. Puis après ça, quand il a eu accès à son téléphone, la photo était toute floue. Puis, je sais pas si vous avez entendu parler là, de Luis Elizondo, avec le gars du Pentagone, là, il parle publiquement, là, comme quoi que, oui, on a étudié les ovnis de 2007 à 2012, là. Oui. Bon, ça a sorti, là, en décembre, là, l'année passée, là, ça a fait tout un tabac, là, tu vois 2 petites vidéos d'ovnis en forme de pilule, là, qui se promènent, là. Moi, j'étais au symposium du MUFON à Philadelphie cette année, en juillet, puis j'ai eu la chance de pouvoir poser la question parce qu'il a donné une conférence là-bas. Okay. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Parce que lui, son domaine, c'était renseignement militaire. Donc, la question, ça y adresse directement à lui, tu sais. Là, j'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, qu'un civil qui a pris un ovni en photo, puis qu'après ça, il avait pas accès à son téléphone, puis quand il a eu accès, la photo était toute floue. Il dit c'est ça, c'est un acte illégal, tu sais, en voulant dire, c'est impossible qu'il ait fait ça parce que c'est pas légal. Donc, tu es en train de me dire que c'est illégal ce qu'ils ont fait. J'ai arrêté ma question, c'était plus rhétorique que d'autres choses. mais c'est ça. Puis pourquoi c'est comme ça? Hein? Pourquoi qu'ils veulent garder le secret absolument? Il y en a qui disent, c'est pour éviter la panique, puis tout ça. Mais c'est au-delà de ça. Là. C'est ce qu'on fait là, sur cette planète-là en tant qu'espèce. Puis qu'est-ce que c'est un être humain? Puis qu'est-ce qu'on est vraiment ici? C'est sûr que moi, tu faisais référence à mon livre L'Être du chaos. Ma première démarche que j'ai faite, là, si on veut, là, en lien avec les ovnis, c'est parce que j'ai fait une recherche pour trouver les origines de notre espèce. Je n'étais pas vraiment d'accord avec l'évolution parce que je l'ai étudié, l'évolution, puis en surface, c'est bien beau, mais quand tu rentres là-dedans, ça marche pas, ça fonctionne pas. Oui, mais on s'entend-tu qu'à quelque part, souvent, tout ce qui est enlèvement,
ça revient constamment. Ces êtres-là sont attirés par ce qu'on est, par à rigueur notre conscience, notre sang, là, je veux dire, les prélèvements de sang aussi, on voit ça souvent. Et puis à quelque part, quand on regarde l'évolution, je me sors ton point de vue sur, bon, si on prend la théorie des Anunnaki, ces choses-là, je veux dire, on regarde l'humain. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là, tu sais, avec l'évolution qui s'est passé c'est ce que je pense, là, je veux dire, on regarde l'humain, fondamentalement, on n'est pas fait pour être adapté sur cette planète-là. On est obligé de se mettre des vêtements, on doit se construire des maisons pour être capable de... là, ça dépend des vêtements. C'est pas, on va rester en Afrique, m'a dit que tes vêtements, tu voudras pas les porter. Mais ça dépend du coin. C'est dur et c'est mélangeant quand tu commences à enquêter là-dessus, tu sais, je veux dire... Tu vas être obligé d'attendre pour avoir la réponse à ça, parce qu'il faut aller en pause, réfléchir à ta question, puis on en reparlera. Je vous rappelle aussi que pour le texto, ceux qui veulent poser des questions à Marc Saint-Germain, mon Dieu, je suis en train de te débaptiser. Ceux qui veulent poser des questions à Marc Saint-Germain, vous pouvez me texter au 581-500-1196. On lit vos textos, imaginez-vous donc, il n'y a pas personne qui nous écrit en ce moment là-dessus, mais je reçois des messages, par contre, des commentaires sur Facebook. Et ceux qui veulent aussi écouter ceux de la France, parce que Marc, tantôt, m'a demandé si on pouvait écouter l'émission, le lien, c'est JMD Lévis 96.9 à Lévis sur Internet. Vous pouvez avoir, et le lien a été mis sous le poster, parce que j'ai quelqu'un qui s'appelle Ricaël Bouchard-Maillot, que je salue en passant. Merci beaucoup, Ricaël. Il a mis le lien de la radio. Les gens, donc, peuvent aller cliquer dessus, peuvent écouter directement en ligne, en direct. Et ceux qui ont manqué l'émission, vous avez toujours le podcast qu'on peut avoir qui va être disponible à 1h01 ou 1h02. Il sort tout de suite après. Et je vais avoir d'autres questions à te poser. Fait qu'on revient après la pause. On est de retour avec Marc Saint-Germain de MUFON Québec. J'ai reçu des textos, Marc, pour toi. Il y a quelqu'un qui me demande qui est Sylvie P? C'est quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît l'histoire non plus. Juste faire un cours un résumé. Un court résumé de qui est Sylvie P, qu'est-ce qu'elle mange en hiver, puis tout. Ça va bien. C'est ça. Focus. OK. Ça fait environ, je pense que c'est 2 ans. Là, des fois, la notion du temps, ça nous échappe, mais je pense que c'est ça. Ça fait à peu près 2 ans. Elle m'avait contacté par... dans un premier temps, elle m'avait écrit dans Messenger, puis elle m'avait juste demandé est-ce que c'est possible qu'un rêve puisse, en fin de compte, être un souvenir de quelque chose de réel qui s'est pas produit dans le passé? OK. C'était quand même assez vague comme question, puis moi, je suis sollicité beaucoup là, par Messenger, par courriel, tous les bords, tous les côtés, fait que j'avais pas répondu. Parce que il n'y avait pas assez de détails là, dans sa question, puis c'était vague. Un peu plus tard, couple de mois plus tard, là, elle m'a écrit un courriel. Puis là, elle a mis des croquis de son expérience. Elle, en fin de compte, le souvenir qu'elle avait, c'est, rester en région éloignée, soit dit en passant. Okay. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai été faire un tour là cet été. J'ai été faire un tour à l'endroit exact où cet événement-là s'était produit. Un de ces événements, parce qu'elle a vécu plusieurs choses. Là. OK, oui. Elle avait 16 ans, puis là, elle décrivait la maison, la grange, le champ en face, etc. Puis le chemin, comme quoi que eux autres, c'était la dernière maison, puis après ça, t'es dans la forêt. Là. Puis ça m'a fait drôle là, d'aller sur place
de voir ça, parce que, bon, pendant l'enquête, tu t'imagines, mais elle avait fait un croquis, puis tout était exactement pareil comme elle avait décrit, sauf que la maison était plus là, elle avait brûlé, là, la maison n'a jamais été reconstruite. Donc, c'est ça. Elle a 16 ans, puis elle est avec, plus jeune sœur, qui avait à peu près 12-13 ans, puis jouait dehors au ballon, puis bon, c'était après souper, pas tard, tu sais, puis à un moment donné, ben là, ils s'aperçoivent qu'il y a une espèce de lumière qui approche, puis qu'en même temps, ça fait comme une espèce de beam vers eux, tu sais, comme une lumière qui cherche, là, tu sais, lumière de police, là, qui cherche. Oui. Puis au début, ils pensaient que c'était une voiture qui descendait le chemin, tu sais, qui était plus loin, mais non, ça venait pas de la route, ça venait des airs, tu sais. Puis la sphère est venue assez proche qu'elle était capable, tu sais, puis là, souvent dans des témoignages, quand les gens te donnent une dimension ou une hauteur, ben là, eux autres, tu veux savoir c'est quoi son point de référence. Son point de référence, c'est un poteau de téléphone qui était à côté, tu sais. Puis il est encore là, le poteau de téléphone, quand j'y étais, tu sais, qui était son point de référence par rapport à la hauteur de l'objet et tout ça. Okay. Puis là, ils ont eu peur. Puis là, ils sont partis courir vers la maison. Puis là, quand ils sont arrivés dans la maison, là, ils comprenaient pas parce que là, sa mère les engueulait. Où est-ce que vous étiez? Vous cherchez, puis tout ça. Puis là, il faisait nuit. Et quand ils avaient commencé à jouer au ballon, pour eux autres, là, ça faisait comme 10-15 minutes qu'ils étaient dehors. Puis quand ils ont couru vers la maison, là, il faisait noir. Puis, donc, c'est un indicateur du temps manquant. Il lui manque du temps quelque part, parce que la mère disait que ça faisait un petit bout qu'elle les cherchait, puis qu'elle les trouvait pas nulle part. Puis, ça, c'est ce qu'elle se rappelait consciemment. Okay. Juste cette partie-là. L'autre chose, c'est qu'elle a eu des problèmes de santé, comme des pertes de sang, mais des pertes de sang qui est allé où ce sang-là, tu sais, puis elle faisait, moi j'ai vu les rapports médicaux, comme quoi que, bon, elle avait fait de l'anémie, puis dans le rapport, tu vois un point d'interrogation à côté, là, tu sais, fait par le médecin, c'est un anémie, mais atypique, tu sais, c'est pas c'est quoi exactement, et d'ailleurs, c'est perdu du sang, mais ça sait pas c'est où qu'elle a perdu ça. C'est dans le livre, hein, c'est les gens, là, juste que les gens comprennent, parce que c'est tellement bien fait, ce cas-là, cette information-là, confirme-moi, il est dans le livre, avec beaucoup de croquis aussi. Continue, Marc. Oui, il est dans la page 126, dans le grand. Là, je pourrais vous dire, vous avez juste à lire le livre, vous avez tout à voir ça là. C'est ça. Ben, justement. Sylvie P, le titre du livre. Ben, c'est ça. Je peux quand même dire rapidement un peu, faire le tour de la question. On mettra un lien aussi sur la page Facebook de Zone Parallèle pour tes livres ou ta page, comme le livre, je ne sais pas s'il y a ou tu as un site. S'il y a quelqu'un de présentement de MUFON qui est dans l'organisation, dans la direction, qui peuvent mettre en commentaire sur la page ou le poster, là, ça serait très apprécié. Attends un petit peu. Le Gardien du silence aussi. On a le livre Le Gardien du silence qu'on aimerait aussi. En tout cas, tous les livres que Marc Saint-Germain. L'Air du chaos. Oui, L'Air du chaos aussi. Tous les livres que Marc Saint-Germain a publiés. J'aimerais que quelqu'un de MUFON ait les mettre présentement en dessous du poster que je vais pouvoir aller rechercher, puis je vais pouvoir aller chercher le lien. Ça va être beaucoup plus facile pour moi parce que là, je reçois en même temps je reçois pas de texto en tant que tel, mais je reçois des messages en privé. D'ailleurs, j'ai Pierre-Luc Capucin-Bouchard qui salue Jean-François et qui salue Marc. Il est bien content du type d'émission que c'est. Ensuite, j'avais une autre question. Attends un peu que je la retrouve parce que j'essaie de lire en même temps sur mes affaires. Elle avait 16 ans, mais ça s'est passé à quelle année? En quelle année pour ce qui est de cas de Sylvie P? 60 quelques, je pense? Ça s'est passé ça s'est passé, ça s'est passé à partir de 5-6 ans jusqu'à aller, même encore récemment. Il y a eu plusieurs événements qui se sont passés tout au cours de sa vie. Mais l'événement qu'elle se rappelait consciemment, c'était cet événement-là. Dans le fond, c'était ça un peu son élément déclencheur, parce que souvent les gens
pour des cas comme ça, vont avoir des événements qui sont produits dans leur vie, mais ils essayent de faire du sens avec ça, puis ils comprennent pas trop. Fait que ça reste en suspens toute leur vie, une partie de leur vie. Puis elle, c'était son cas. Là. Elle voulait comprendre c'était quoi. Donc, c'était le pourquoi de sa démarche, de nous contacter. Il y avait eu comme quoi, bon, que le fameux missing time là, quand elle avait 16 ans. Puis, elle avait fait un rêve aussi quand elle avait environ 20 ans. Puis là, elle rêvait qu'elle était couchée sur une table métallique, que sa sœur était couchée à côté d'elle, qu'il y avait des petits êtres alentours, etc., etc. Puis c'est ce rêve-là qui quand elle s'est réveillée, elle dit « Je pense que c'est quelque chose de réel et non pas un rêve. » Ça se sent, hein? Ça se sent en dedans quand c'est un rêve ou pas, de toute façon. Ça. Puis finalement, mais c'était ce rêve-là, c'est l'événement qui s'est produit quand elle avait 16 ans avec sa petite sœur, mais c'était ça, tu sais. Puis nous, ben, quand on l'a rencontré, ben, on a fait une hypnose, puis l'hypnose nous a amené directement à cet événement-là. Puis, bon, on a eu beaucoup de détails, mais ce qui est intéressant, c'est parce que dans son cas aussi, on a eu des rapports médicaux. Puis, entre autres, là, qui nous confirmaient qu'elle avait vécu de quoi. C'est très, très physique, là. C'était pas dans sa tête, là, disons, là. Non. Ben, mais ça a été long pour l'enquête et tout le pataclan qu'il y a eu avec Sylvie P. Mais j'ai Sonia qui demande si Marc revoit encore Sylvie. Est-ce que tu l'as revue depuis ce temps-là ou l'enquête est comme terminée? Je l'ai pas revue. OK. Ben oui, je l'ai revu depuis. On s'est revu plusieurs fois, là, je dirais. Mais récemment, non. Mais on s'est parlé juste avant que, bon, j'allais aux États-Unis. J'étais censé là, aller la rencontrer. Puis ça n'a pas donné. OK. Mais au niveau de l'enquête, c'est terminé, là. Ben, l'enquête, c'est parce que à un moment donné, elle a... Ben, ce que je peux dire, c'est que ça l'a beaucoup bouleversé. Autant nous autres que elle. Ben oui, c'est clair. Parce que quand on a commencé ça, elle était curieuse de toujours en savoir plus. Puis je disais à chaque fois, si tu veux arrêter, parce que c'était élevé. Hein. Ben oui. Là, si tu veux arrêter, tu sais, des histoires d'implantation puis d'extraction de fœtus par Waydon, là, c'est pas Jojo. Non, mais c'est pas commun non plus comme c'est cas. Traumatisant là, pour la personne qui vit ça. Là, je m'excuse. Je pense, excuse-moi Marc, mais je pense qu'on a une certaine responsabilité envers le témoin. Quand ce genre de choses-là arrive, il faut qu'on soit capable de mettre une ligne et de dire un instant, là, je pense que je vais trop loin ou je pense qu'elle est comme pas capable d'en prendre. Il faut toujours garder ça à l'esprit quand même. T'sais, on joue quand même avec des personnes humaines, hein, c'est des émotions aussi. Fait que... Non, puis comme là, elle a décidé si on veut, de prendre un break avec tout ça, tu sais, puis je la respecte dans ses décisions, puis même je l'encourage là, à prendre autant de long qu'elle a besoin là, pour... parce que tout ça, c'est sorti rapidement. Là. On a fait plusieurs séances, puis back-à-back, là, puis ben là, il y a beaucoup d'informations qui est sortie. Ben, après ça, ben là, c'est gère ça. Hein. Puis c'est un peu ça, pourquoi je disais tantôt avec l'autre témoin, mais là, on espace ça aux 3 semaines, puis on essaye de pas aller... c'est comme on va plus utiliser des entrevues où on va parler que d'aller directement avec des hypnoses. Là. Est-ce que tu vas privilégier souvent mettons, les groupes de discussion? T'sais, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, en tant qu'enquêteur, on prend de l'information, on soumet ces témoins-là à un certain stress, on peut dire ça comme ça, tout dépendamment si tu le prends bien ou pas, bien sûr, mais je veux dire, est-ce que, en termes d'outils, quand on intervient, est-ce qu'il y a des ressources, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire pour aider ces témoins-là sur le long terme? Parce que là, le long terme, le case, on l'a fait, on pond le rapport, mais à un moment donné, après ça, là, qu'est-ce qui se passe? Après, là, où est-ce qu'on emmène ça, un genre de cas comme ça? Ben ça, on l'a fait, ça, je disais tout à l'heure, on faisait des fins de semaine avec 3, 4, 5 témoins, là, des personnes qui ont vécu des choses semblables. Puis, d'ailleurs, il y avait Richard Tremblay, là, qui est un objectif, mais c'est même un de nos enquêteurs. Puis lui, ben, il veut
vraiment plus se consacrer à ça, là, le côté plus humain de la recherche là, avec les abductés. Puis parce que lui-même en est un, fait qu'il sait de quoi il parle. Puis ça a un côté, c'était très, très positif dans le sens que là, les personnes pouvaient parler de leur expérience, s'exprimer librement, en sachant que l'autre va le comprendre parce qu'il a vécu la même chose. Exact. C'était parce que nous, comme enquêteurs, c'est pas tout le monde là, qui a vécu ce genre de choses-là. Puis c'est bien beau d'avoir de l'empathie, puis de comprendre la personne aussi, mais tu l'as pas vécu, tu sais pas c'est quoi, tu sais. Fait que, mais là, quand tu as un groupe avec quelques-unes de ces personnes-là, ça fait des échanges très, très, très intéressants puis constructifs, puis c'est un plus pour tout le monde, là, tu sais. Puis à chaque fois, là, quand on finissait ces fins de semaine-là, mais tu sais, c'était vraiment, on sentait que ces personnes-là, ça avait eu un effet positif, là. Fait que oui, c'est important, mais encore là, faut avoir la disponibilité de tout le monde. C'est que ça donne de non seulement rencontrer les témoins, mais des fois, là, comme Pierre puis moi, plus d'autres personnes là, qui peuvent être là comme support, là. OK. Bien, en tout cas, là, j'ai aussi Manon qui aurait une question à te poser sur le dernier cas que tu as, le plus récent. Oui, sur la jeune fille, tantôt, tu parlais de celle qui a 21 ans. Là, donc, le père est intervenu auprès de toi. Mm-hmm. J'ai cru comprendre, la dernière expérience qu'elle aurait vécue, ce serait au début du mois d'août de cette année? Non. Non? Au mois d'avril. Au mois d'avril. OK. Elle a vécu ça de cette année et c'était une expérience qu'elle se rappelle. C'était un rêve. Puis quand elle s'est réveillée, elle avait mal au ventre, si on veut. Là, mais c'était plus au niveau des organes génitaux. Puis elle sait que dans les jours qui ont suivi, elle s'est ramassée à l'hôpital. Là. OK. Est-ce qu'elle avait des marques, je veux dire, des douleurs aux parties génitales, d'accord? Mais autre sur le corps, est-ce qu'elle avait des marques comme dans le genre forme de bleu ou quelque chose du genre? Les bras, les jambes. Les bras, les jambes? Non, elle n'avait pas de marque physique comme ça. Elle n'avait aucune marque. OK. Mais, je veux dire, le problème était réel. Là. Ça a pris des antibiotiques pour la faire revenir. Là, c'est ça que les médecins avaient dit. Là, si tu avais eu... Puis la même chose, c'est que il expliquait pas d'où ça venait le problème. Je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est un cas... Bon, on va laisser aller l'expert terminer ses trucs avant de dévoiler quoi que ce soit aussi. C'est ça. Ça va comme pas aider. Jean-François, tu avais une question aussi? Oui. Écoute, souvent, on voit des gens qui se font enlever, qui ont des traces sur leur corps. Il y a des nouvelles... Bon, je dis nouvelles technologies parce qu'ici, c'est pas très développé au Québec. Peut-être que Marc va pouvoir m'éclairer là-dessus. Que pensez d'une nouvelle technique de l'ultraviolet? Quand une personne a été enlevée entre 2 heures et 2 semaines, qui a des signes, des marques évidentes, et que là, on soumet une lumière ultraviolet sur la blessure ou la ponctuation et que ça sort d'une autre couleur. Est-ce que tu penses que cette technique-là est fiable et que tous les enquêteurs devraient l'appliquer dans leur recherche? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien, c'est pas nouveau. Là. Nous autres, ça fait partie de nos procédures. Là. Non, c'est pas nouveau, mais je veux dire, ici au Québec, il n'y a pas beaucoup de groupes qui l'utilisent. Ben, c'est parce que d'arriver sur un cas d'enlèvement aussi frais que ça, c'est bien rare comme moi. Oui, c'est ça. C'est un peu le challenge d'arriver puis de te gager. Là. Je te dirais que c'est arrivé aux États-Unis. Quand j'étais en Californie, il s'est passé de quoi à un moment donné. Puis on était... OK, ça reste entre moi et vous, puis quoi, 65 000 $. On garde ça secret. C'est ça. C'est ça. Promis, on le dira pas. Ouais. Il y avait... il s'est passé de quoi, puis on avait un de nos enquêteurs... Ben, un des enquêteurs, c'est Craig Lang, là, qui est décédé au printemps. Là. Lui, c'était un peu l'hypnothérapeute là, du MUFON aux États-Unis.
Puis, il s'est passé quelque chose... il s'est passé quelque chose pendant le symposium. Puis, lui, il avait sa blacklight, puis il était dans la chambre. Puis on a vu ses rideaux sur parce qu'il y en a un, il disait moi j'ai... comment t'appelles ça, le tendon... tendon splitté, je sais pas trop, en tout cas, il y avait un problème. Il dit un gris m'a pogné le pied, puis il dit, il me shootait de quoi, puis il dit, je suis correct, il dit, je marche, puis il dit, en tout cas. Ben, voyons donc. Oui, lui, on le sait que cet individu-là, tu sais, il y avait un historique d'enlèvement. OK. Mais il était pas tout seul dans la chambre, il était deux. OK, en plus. C'est l'autre fille, en fin de compte, là, qu'elle avait plus de souvenirs. Mais ça, je vais arrêter ça là parce que je veux pas en parler. En fait, tu joues la gasse, là, parce que moi, je commençais. Ce que je voulais dire par rapport à ça, parce que moi, je trouve que c'est une belle technique pour l'investigation, mais il y a des outils. Tantôt, je te posais la question par rapport aux outils technologiques. Écoute, je t'invite à aller voir, peut-être que tu en es déjà au courant, ce qu'on appelle le Crime Scene Examiner. C'est une caméra, bon, on va prendre l'exemple la T3i, mettons la TCC de Canon, et c'est le service de police qui se sert de ça pour documenter tout ce qui est, mettons, blessure, violence conjugale, meurtre, et ça sauve énormément de temps sur la scène de crime quand tu prends des photos avec une lumière, un ring qu'on appelle ultraviolet. Donc, est-ce que et je crois que cet outil-là, pourrait aider énormément quand on documente les sites. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant. Si jamais ça peut t'intéresser, c'est un outil merveilleux qui s'appelle le Crime Scene Examiner. Et voilà. Donc, ça fait le même travail que les ultraviolets ou les blacklights. Oups, désolé, j'ai accroché le micro. Non, mais tu sais, on a pas mal comme une lampe UV, là, j'en ai une là, depuis un certain temps aussi, justement pour ça. Mais ça, c'est dans le fond, là, toute ça, cette recherche-là là, qu'on fait sur les ovnis, là, c'est parce qu'à quelque part, on cherche de quoi? Hein? On cherche la vérité, c'est-tu vrai, ces histoires-là? Oui, mais... Après tu sais, l'année prochaine, là, ça va faire 50 ans que le MUFON existe, OK? OK. Depuis 50 ans, là, on en a-tu ramassé du stock, de l'information, des preuves? Puis on n'a pas juste ramassé du stock. On a une barge, un truc. Des conclusions. Oui. Puis comme moi, c'est la même chose. Je suis pas dans l'organisation depuis 69 parce que je suis dans 67, là. J'aurais eu 2 ans. Mais. Ouais, genou, encore. Ça fait un petit bout quand même, là, que je roule ma bosse, pas juste en ufologie, mais dans toutes sortes de recherches. T'as été militaire? T'arrives avec des réponses. Ben là, t'arrives avec des réponses, puis là, t'es partages aux gens. Puis tu leur dis, tu sais, un peu comme quand tu as fait ton entrée de l'émission, on vous demande pas de croire à ça. C'est justement, tu sais, il faut pas que ces gens-là croient à ça, mais il faut pas qu'ils rejettent l'information. Il faut qu'ils restent ouverts à l'idée que peut-être ça se peut. Puis si tu es vraiment là sceptique, que ces personnes-là fassent comme moi puis qu'ils fassent leur propre recherche. Moi, c'est parce que je suis super sceptique que je suis dans ce domaine-là, puis j'ai fait beaucoup de recherches parce que je suis sceptique de tout. Moi, gars, il me parle de l'évolution, c'est bien beau, mais ça en prend du... Je peux comprendre. Je pense que tu peux pas être complètement... Faut que quand tu fais une enquête, une investigation, faut que tu restes complètement détaché. Il faut que tu te gardes une petite gêne aussi sur ce que tu penses. Tu as comme un peu pas le choix, parce que sinon, tu fais pas bien ton travail sur le terrain. Puis là, ça m'emmène un peu aussi à... Je pense que Marc, tu m'aimeras pas pour ça. Écoute, tu sais que, il y a différents organismes ici qui œuvrent au Québec. Je sais que le MUFON est est-ce que c'est vrai de dire que c'est une franchise internationale? Souvent, on voit les corps de police qui partagent l'information entre eux. Est-ce que tu penses que c'est possible dans le futur que tout le monde, je dis pas d'ouvrir les voûtes à tout le monde, là, mais entre gens qu'on respecte et qu'on apprécie un peu sur le terrain, parce qu'on fait un peu tout le même travail, est-ce que tu serais d'accord peut-être à partager, admettons, si moi j'ai une enquête ou quoi que ce soit, est-ce que c'est exclusivement MUFON pour les membres, ou si moi j'ai un cas, je pourrais t'appeler et te dire, hey, écoute, j'ai quelque chose, est-ce que tu pourrais m'orienter vers une certaine donnée, ou même est-ce que tu serais, parce que là on vient de travailler sur les archives
l'Archive ufologique du Québec. Est-ce que tu serais pour une bande de données où ce que tout le monde, je dis bien tout le monde, aiderait, puis qu'on pourrait, si on aurait un doute ou juste aller taper l'information, boule de lumière, 69, 4 témoins, ça c'est déjà vu dans le secteur, merci, bonsoir. Tu sais, quelque chose de basic, là. Ben, ça existe déjà. OK, mais est-ce que le MUFON peut le partager avec les autres? Est-ce qu'on a accès à ça? Le Case Management System, là, le CMS, là, c'est accessible à tout le monde, ça. OK. Tu rentres dans le CMS du MUFON, tu as accès à toutes les informations, sauf aux informations personnelles des témoins. Tu sais, leur adresse, téléphone, etc., courriel. Mais tu as tous les cas du MUFON, là, on est rendu, je pense, à 93 000 cas là, à l'échelle de la planète. Là. Puis il en rentre, gars, on a eu les dernières statistiques là, du mois d'août. Il est rentré 734 observations au MUFON pour le mois d'août 2018. Mais bon, aux États-Unis, là-dessus, il y en a 464. Puis au Canada, il y en a 64, puis ainsi de suite. Mais tous ces cas-là sont accessibles à tout le monde. Ils ont juste à aller dans la base de données du MUFON. OK, on n'a pas besoin d'être membre MUFON pour aller chercher l'information. OK. Non, mais Jenny, justement, Jenny qui vient de m'écrire que ceux qui peuvent être membres, ceux qui sont intéressés à devenir membres pour avoir un aperçu d'un peu plus. Peut-être qu'en étant membre, vous avez un surplus d'informations qui circulent. Nous autres, normal, les membres de MUFON Québec, là, OK. Ça, la façon que ça fonctionne, c'est nous autres, on a un journal électronique des membres, c'est trimestriel, c'est à chaque saison, tu sais, un à l'été, un à l'automne, un à l'hiver, etc. Puis dans ça, c'est certains de nos plus gros cas qui ont été enquêtés, puis qui ont été étoffés, puis on met des photos, des liens vidéo, la démarche qui a été faite, etc., etc. Puis en plus, maintenant, là, on a jumelé MUFON Québec avec MUFON France. Ah, OK, c'est jumelé. Donc, pour le journal électronique. Ah, OK. Puis, parce que, c'est un journal francophone, donc c'était plus facile, nous autres, faire ça que de se jumeler avec MUFON Canada puis faire de quoi dans les deux langues. MUFON Canada ont leur journal électronique, puis MUFON Québec, on a le nôtre parce que, c'est en français. Puis, mais là, ça, c'est de l'information qui est un petit peu plus détaillée. Mais comme le cas du Crop Circle, il est dans la base de données, okay, dans le CMS, sauf que, en cours d'enquête, on peut même rajouter des pièces jointes là-dedans. Mais les pièces jointes ne seront pas là tant que le cas sera plus ou moins fini. Là, tandis que dans le journal électronique des membres, on fait un suivi des cas, des gros cas, comme on appelle, là, qu'on met ça là-dedans. Puis en même temps, on parle de toutes nos activités du MUFON quand on a des conférences, des événements, quoi que ce soit. Là, on met ça là-dedans. Okay. Les gens, puis les membres, là, c'est pas la fin du monde, c'est 20$ par année. Là. Okay. C'est sûr, être membre de MUFON US, c'est d'autres choses. C'est 60 US par année, mais MUFON Québec, c'est 20$ par année. Puis ça donne un petit rabais quand les gens ils viennent à nos événements. Même des fois, des événements sont complètement gratuits pour les membres. Oui, pour les conférences, des choses comme ça. OK. Hey, imaginez-vous donc. Il reste même pas une demi-heure à l'émission. Non, déjà. On va être obligé de retourner à la pause. On reste là. On a encore plein de questions pour toi. Je sais pas si on va le temps de passer au travers. Je pense pas, moi. Mais oui. Restez en ligne. On vous revient dans quelques instants. Voici de retour avec Marc Saint-Germain. Marc, j'ai une question vraiment intéressante qui nous vient de Steve, que je n'aurais même pas douté pour penser de poser cette question-là. Depuis que tu t'es occupé du cas de Sylvie P. ou des cas semblables à ça, est-ce que tu es suivi ou est-ce que les êtres s'intéressent à ton cas suite à ça depuis ce temps-là? Tu te sens-tu suivi? Tu te sens-tu... y a-t-il quelque chose qui se passe dans l'invisible à quelque part, là? Bon, risque de décevoir, non.
Fouin, 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 fouin. Moi, je vais mettre un son de cricket. Ah, ta réponse est plate. Non, mais ça ne lui tentait pas, eux autres, de venir te jaser directement, tous ces petits amis-là. Là. Mais j'aurais aimé ça que tu me dises, oui, il se passe des choses depuis, ou t'es comme ta ligne téléphonique, si tu tapé, tout ça, si tu ton ordinateur, si tu tapé. Parce que tu touches vraiment quelque chose de particulier, là, c'est pour ça que je te pose la question. T'as pas d'amis habillés en noir avec des gros trucks qui t'attendent devant chez vous? Non, mais comme je disais tout à l'heure, quand disons que l'expérience est rapprochée, là, si on peut dire, oui, avec des gens qui n'aiment pas bien ça, qu'on parle de ça, ça s'est fait dans les symposiums aux États-Unis. OK. Une fois, c'était pas un symposium, là, c'était un festival de films ovnis au Nouveau-Mexique. Mm-hmm. Puis cette année, là, c'était à Philadelphie. À un moment donné, quand tu es dans le domaine, tu finis par... Surtout le fait que j'ai écrit Les Gardiens du silence, ça m'a aidé un peu à comprendre comment ils fonctionnent, puis c'est quoi leur intérêt aussi là, dans tout ça. Là. C'est sûr que, bon, pourquoi je suis pas encore mort, parce que des fois, je vais assez loin. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que, premièrement, il n'y a pas juste une gang. Hein. Il n'y a pas juste une espèce. Là. Oui, ça, j'aimerais ça, justement, que tu me dises. Tu me parles un peu de ça aussi. Il y en a plusieurs. Puis même au niveau des enlèvements, il y a plusieurs types d'enlèvements. Tu as des MyLab, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, Military Abduction. Là. Oui, oui. Ça... Dans l'entourage là, des personnes que je côtoie, que je sais qui ont vécu des enlèvements, mais ils ont vécu aussi des MyLab. Puis ceux qui vivent les MyLab, c'est des gens qui ont des... Moi, je les appelle des agents dormants. Ceux qui ont été là, au dernier séminaire qu'on a eu à Trois-Rivières, j'avais passé une entrevue. C'était une entrevue exclusive avec M. T. C'était quelqu'un qui, à un moment donné, dans un de nos événements, parce que ces personnes-là qui ont des expériences rapprochées, vont pas t'envoyer un courriel, puis ils vont pas rentrer le cas dans le CMS souvent, là, quoique ça arrive. C'est clair. C'était le cas. Mais des fois, ils veulent te rencontrer en personne, puis parce que beaucoup de gens sont assez paranoïaques, là, ils disent le MUFON sont avec la CIA, puis je l'ai entendu celle-là. Non, c'est vrai, je l'ai entendu. On est en train d'essayer d'avoir tous les témoignages d'OVNI pour les faire taire, etc. Ceux qui me connaissent là, savent que c'est carrément l'opposé. On est là pour faire sortir le plus possible d'informations puis la rendre accessible au grand public. Okay. Puis bon, donc cet individu-là me rencontre là, dans une pause, puis il commence à me parler un peu de son expérience vite. Là, tout de suite, là, à un moment donné, tu commences à savoir comment ça marche. Là. Tu dis, OK, lui, un moment donné, je vais le contacter, puis je vais le rencontrer, puis on va faire de quoi. T'sais. C'était le cas, mais ça a pris 2 ans avant que j'aie le temps. Puis là, j'avais son numéro dans un papier, sur un bout de papier dans mon portefeuille. Puis à un moment donné, j'attendais. Je vais l'appeler, voir. Je pensais à lui. Là. Puis là, j'ai été faire une entrevue avec lui, puis tout ça. Puis pourquoi je les appelle les agents dormants, ces individus-là? Parce que eux se rappellent de pratiquement pas grand-chose, juste des petits événements subtils. Mais en même temps, tu vois qu'ils ont vécu quelque chose. Je vais donner un peu un exemple. Lui, quand il était jeune, il restait dans le coin du Saguenay, puis il faisait froid dehors, puis je sais pas trop avec quel âge, en tout cas, il était encore aux couches, puis il s'est retrouvé dehors dans la neige, tu sais, puis c'est un de ses oncles, il l'a pogné, il l'a rentré dans la maison. Qu'est-ce que tu fais dehors, tu sais? Il comprenait pas comment ça qu'il avait sorti de la maison, comment qu'il avait pu sortir de la maison. C'est l'hiver, tu fermes les portes, les fenêtres, il était dans la bassinette, tu sais. Oui. Puis tout au long de sa vie, c'est arrivé souvent que il était
plus dans la maison. Il était dehors de la maison. Il n'y a plus de vêtements sur lui. Puis là, T'as pas fait une vidéo là-dessus? Oui, hein, je pense que Oui, mais je l'ai vu. Je l'ai vu aussi. C'est un bon cas, ça. C'est intéressant. Mais il y en a plusieurs, des cas comme ça. Puis ces personnes-là, à un moment donné, ça prend un élément déclencheur. Je sais pas si, vous connaissez Simon Hébert. Hein, Simon Hébert. Oui. Il est dans le coin de... Dans un de mes événements, à un moment donné, j'avais donné une conférence à la Minerve, puis il était venu, puis j'avais amené, j'avais comme un petit gris, là, une mascotte là, que Charles Moyen m'avait donné. Là. Oui. Parce que lui, il fait des films, puis en fin de compte, il trouvait que la shape, il l'aimait plus. Fait qu'il me l'a donné. Fait que là, j'ai bien content. Merci Jean-Charles. Puis là, j'ai mis cette mascotte-là. Des fois, je la prends, puis je la mets dans nos événements. T'sais. Ça attire l'attention, disons. Ben oui. Puis lui, quand il a vu ça, Simon, là, ça y a comme rappelé. Il disait, hey, j'ai déjà vu ça en vrai. Là. Ça a fait revenir un souvenir. Puis c'est là il m'a rencontré, puis il avait vu un petit gay quand il était plus jeune, etc. Rencontre du 3e type là, à Ouémontachi, là, sur la réserve amérindienne. Ces gens-là, c'est ça, ça prend un événement à un moment donné qui fait que, pouf, là, il y a soit une partie d'un souvenir où beaucoup d'informations reviennent à la surface. Puis eux, ces expériences-là, ils vivent plus de façon positive. C'est comme s'ils vivaient une interaction avec les êtres. Okay. Et puis, là, on leur dit, sans donner de détails, que là, on te prépare à faire une mission, on sait pas trop c'est quoi, etc., etc. Mais ça, le gouvernement... on va dire le gouvernement, mais on s'entend que c'est pas Trudeau, là, puis ça gagne. C'est un gouvernement au-dessus du gouvernement qui suit ça. Eux autres, ils aiment pas ça, parce qu'eux autres, ils veulent savoir c'est quoi l'agenda extraterrestre. Fait que là, les autres, ils vont faire des MyLab, ils vont enlever ces personnes-là, puis ils vont les questionner. Ils vont dire c'est quoi l'agenda extraterrestre, qu'est-ce qu'ils te font, qu'est-ce qu'ils t'enlèvent, etc., etc. Puis ça date pas d'hier, là. Carla Turner, c'est un bon cas de ça, là. Elle, c'était une abductée, mais en même temps, elle vivait des MyLab, puis elle parlait, elle criait haut et fort, puis c'est sûr qu'elle a pointé du doigt le gouvernement, mais le gouvernement, il sait pas, lui, là, c'est comme un organisme qui est au-dessus de ça. Ben, c'est ça. Mais ça c'est... Puis là, tu sais, ça augmente la complexité, parce que là, t'as deux types d'enlèvement, tu sais. Puis ça, c'est deux types bien spécifiques, le MyLab, puis l'autre enlèvement, un peu pour les personnes qui semblent avoir une mission. Mm-hmm. Ils semblent en avoir beaucoup comme ça. C'est des agents dormants parce que ils sont pas, ils vont fonctionner dans notre monde, mais ils sont pas trop au courant de qui font partie de quelque chose plus grand ou en dehors de ce qu'on connaît au niveau... Ces personnes-là, ils ont des souvenirs d'avoir été emmenés ailleurs, là, dans l'espace, puis tout ça. Là. Donc c'est intéressant. Ça, c'est donc deux types bien spécifiques d'enlèvement. Puis tu as les types aussi qui sont là pour... j'essaie de trouver un terme mieux que ça, comme pour la reproduction, pour leur bagage génétique. Mais en même temps, ça, ces personnes-là ont dans leur génétique quelque chose de bien intéressant qui fait qu'on veut faire des hybrides avec eux. On veut créer, on veut avoir des entités qui vont avoir une partie de leur bagage génétique pour pouvoir faire X choses avec ça. Ça, c'est un des programmes d'hybridation, mais en même temps, le fameux gouvernement, on va l'appeler le gouvernement occulte, a son propre programme d'hybridation aussi. OK. Là, on est rendu à 4 types d'enlèvement. Puis ça, c'est ceux que j'ai pu identifier dans les recherches que j'ai faites. Puis quand, tu sais, tantôt, on parlait de la question des origines, de l'évolution, que j'ai jamais répondu à ça. Là. On va essayer d'avoir le temps de répondre. Puis quand tu commences... moi, j'ai commencé ma recherche là-dedans. C'est un peu... Ça s'est dirigé vers là toute seule. Là. Moi, je m'intéressais pas vraiment aux ovnis, mais je m'intéressais à la mythologie ancienne, puis l'anthropologie, les origines de l'humanité, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'ai passé à travers la Bible des Mayas Quiché, le Popol Vuh, là, fameux texte sacré des Mayas qui parle de leurs origines.
Même chose avec les Aztèques, même chose avec un peu l'histoire des Sumériens. Après ça, les Très détaillé. après ça, les Égyptiens. Puis quand tu fais une étude comparée, ils disent tous qu'on a été implantés ici par des dieux. Ils appellent ça comme tu voudras. Eux autres, ils appelaient ça des dieux dans ce temps-là. C'est des dieux qui venaient de loin, puis avec des grosses connaissances. Puis ils nous ont implantés ici avec notre science, notre écriture, notre culture. Okay. Quand tu regardes les différents... Où ce que ça a été comme... Si tu prends l'Égypte, c'est entouré de désert, c'est tout le long du Nil. Si tu prends la Grèce, c'est toutes des enclaves. C'est tous des endroits enclavés. Ils sont tous séparés les uns des autres avec des... Puis quand tu étudies la linguistique, tu comprends que le langage, c'est une programmation. Quand tu regardes aussi le vieillissement, il n'y a pas de gène du vieillissement. Mais c'est une programmation. C'est une programmation. Puis ça, ils ont découvert ça il y a quelques années, qu'il n'y a pas de gène de vieillissement. C'était programmé dans nos cellules. Quand tu regardes dans la Bible, à un moment donné, après l'histoire du déluge, puis que Dieu il dit, ben là, il dit, à cette heure, l'homme vivra pas plus vieux que 120 ans. Ben, c'est intéressant de faire des parallèles comme ça. Quand tu regardes les textes hindous qui disent, là, on est dans le Kali Yuga, qui est l'âge des ténèbres, puis dans l'âge des ténèbres, là, l'homme vit pas plus que 100 ans, mais qu'il y a des âges, l'âge d'or, l'âge d'argent, etc., que l'homme peut vivre 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Tu sais, c'est sûr qu'à nos yeux, nous autres, ça se peut pas, c'est incroyable. Mais quand tu commences à garder un esprit ouvert, puis juste de dire, peut-être que ça se peut, fait que là, ça revient à l'idée, c'est quoi être un être humain? Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une bonne question. C'est tout ça, on vient-tu pour travailler, puis jusqu'à 65 ans, prendre notre retraite, puis mourir 4-5 ans après? C'est tout ça, la vie d'un être humain? T'sais, ça, je me suis posé cette question-là depuis que je suis tout jeune, puis je suis arrivé à la réponse que non, c'est pas ça un être humain. On code à 3 notre ADN, tu sais. Fait qu'il nous en manque un méchant bout. J'ai une question rapide avant qu'on y aille. Oui, parce qu'il nous reste 3 minutes avant la fin de l'émission. Puis Manon, elle a une question aussi. Oui, OK. Alors, rapidement. Est-ce que les... je sais que tu es rendu en France maintenant. Est-ce que les petits ufologues ont encore leur place dans toute l'expansion des gros groupes comme le MUFON? Rapidement. Précise ta question. Il y a de la place. Je vais te donner un semblant de réponse. Là. Il y a toujours de la place pour tout le monde. Tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est les gens qui décident de ce qui est bon, c'est pas bon. Si t'as beau être d'envergure que tu voudras, c'est sûr que moi, après avoir démissionné de la QU, bon, j'étais un peu enquêteur indépendant. Puis si je me suis joint au MUFON à l'époque, c'est parce que, bon, quelqu'un m'avait dit, hey, il y a un manuel d'enquêteurs, les enquêteurs du MUFON, pour pouvoir faire partie de tout ça, ben, doivent suivre une formation. Ben là, j'ai dit, c'est exactement ce que je cherche. Puis quand j'ai vu le manuel, ben, si j'avais eu à écrire quelque chose, c'est ça. C'est comme... ça fitait comme un gant, moi, puis le MUFON. C'était exactement ce dont je recherchais. Puis la structure financière administrative, c'est la même chose. Fait qu'au lieu de réinventer la roue, je me suis juste joué au MUFON, puis c'était plus simple comme ça. C'est une structure déjà établie. Parfait. Mais si ça n'avait pas existé, j'aurais mis quelque chose en place qui ressemblait un peu à ça. Okay. Dernière question, rapidement, vas-y. Oui, c'est une auditrice, Marc, qui voudrait savoir, Chantal, entre autres. Elle demande, que pense-t-il des boules vues dans notre secteur, dans la région de Sainte-Croix et alentour? Le phénomène de la boule. Les boules de lumière qu'on a aperçues. Ouais, nous autres, on appelle ça les orbes. Ça, c'est la même chose. Hein. Ça aussi, on a une procédure d'enquête des orbes. Ça, il y en a beaucoup. Ben, je peux faire juste un petit parallèle avec des enquêtes qu'on a eues. Puis ils sont dans le CMS, là, dans notre base de données. Je me rappelle juste plus les numéros, là, mais puis il y avait quelqu'un qui avait vu un triangle, 3 boules qui avaient formé un triangle, se défaire du triangle puis partir une en arrière de l'autre. Les 3 sphères étaient devenues indépendantes puis
il n'y en avait plus de triangle. Mais là, je parle du phénomène de la boule qu'on a observé. Moi, je te dis, nous, on est équipé aussi d'un drone. Justement, c'est mon chum qui est pilote de drone et j'ai Ken Barlow aussi, qui est un des pilotes de drone en cas d'observation, d'enquête. Mais il y a ce phénomène-là qui se promène environ à... Des fois, moi, je l'ai vu à 200 pieds de haut. C'est pas haut, là. Ça montait... Je peux te dire là, que Luigi, un de mes enquêteurs, m'a appelé hier, puis il y en a vu 2 au-dessus de Montréal, puis il capotait bien raide. Ben, c'est ça. Mais moi, il m'a appelé. Il dit, Marc, il dit, c'est sûr que quelqu'un a vu ça, tu sais, à Montréal, mais ça arrive souvent qu'il y a des grosses observations à Montréal, puis, tu sais, c'est pas rapporté. Le monde a d'autres choses à faire. Ben, c'est ça. Pollution lumineuse empêche aussi de voir, clairement, là. Il a vu ça gros, il a vu ça de proche. Aïe, aïe. J'ai une autre dame, là, qui m'écrit beaucoup dans Messenger, puis elle a vu ça passer à côté de sa voiture, mais vraiment proche, tellement proche qu'elle pensait que ça rentrait dans l'auto, là. Ben c'est ça. Mais ça, ces sphères-là, ouais. C'est ça que je dis. Ça peut... J'ai des cas que les personnes vont voir les sphères détachées, puis à un moment donné, ils vont soit former un objet qui est un ovni triangulaire ou le contraire. Ouais. Fait que là, pour nous autres, là, tu sais, c'est comme incompréhensible à voir si 3 boules, quand ils se mettent ensemble, paf, là, t'as un gros ovni triangulaire de 300 pieds, là. Okay. Mais on dirait qu'on n'est peut-être pas encore rendu là. C'est pour ça, là, quand ils disent que tous les ovnis triangulaires, c'est des terres 3B, là, commande, tu sais, oui, peut-être qu'il y en a un peu, là, mais... Non. C'est pas toute la même chose, on s'entend. Là, Marc, je vais être obligé parce que l'émission vient de s'achever à la seconde près, même que je viens de défoncer mon corps et je vais me faire kicker out du studio. Mais par contre, il faut absolument que tu reviennes, Marc, parce que je trouve ça fort intéressant. Et j'ai ton enquêteur aussi, qui est mon ami Éric Tessier aussi, que j'aimerais avoir en studio, qui va nous parler de sa méthode d'enquête, parce qu'on travaille pas mal de la même façon, Éric puis moi, parce qu'on en a fait une couple de fois ensemble. Là. Il va pouvoir te donner plus de détails sur le cas du crop circle. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Sur ce, le podcast va avoir lieu dans à peu près 5 minutes, même pas. Il va être déjà en ligne. L'autre émission, Codef 3.0, commence dans très peu de temps, donc 3 minutes. Je suis en train de prendre un peu de temps d'antenne, parti comme c'est là. Alors, merci beaucoup, Marc Saint-Germain de MUFON. Je vais tout mettre les liens que vous m'avez envoyés. Janie aussi, je la salue en passant. Et je vais mettre tous les liens de ce qu'on m'a envoyé pour ton livre, tous les livres, la boutique MUFON, etc. Je vais mettre ça sur la page de Zone Parallèle. Et Jean-François, bienvenue enfin en studio. Ben, merci beaucoup. Et Manon, qui n'a pas eu le temps de parler parce qu'on a tellement de choses à dire que... C'est pas grave, j'écoutais. Elle n'a pas eu le temps de parler mais Manon va être à l'occasion aussi ici en studio pour m'assister. Et pour les livres, Jean-François, vite fait, parce que donc, des très, très bons travaux ici. L'ère du chaos, l'histoire de la secrète de l'humanité, Les gardiens du silence et bien sûr le livre de Sylvie P. Un excellent travaux. Donc, encore une fois, merci beaucoup, mon cher Marc, pour ces travaux exceptionnels. C'est cool. Merci à toi. Hey, merci beaucoup, Marc. On se rappelle, puis comme on dit, on se rappelle, puis on déjeune. Mais non, sérieusement, faut qu'on te réinvite. Ça n'a pas de sens, là. Il y a trop de choses que j'ai même pas eu le temps de lire tout ce que j'ai reçu. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine à tous. La semaine prochaine, je vais recevoir Gilles Thomas de l'Europe, ODH TV. Oui, ODH TV, ainsi que Rémi Fauchereau, qui est aussi enquêteur un petit peu dans le sud de la France. Pas dans le coin de Lyon, c'est ça. Et c'est ça, on va avoir une émission assez particulière pour les gens d'Europe. Sur ce, bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye tout le monde. Bye. Bye.